lois de l'histoire. Le podcast sur l'actualité de la recherche en histoire du droit, présenté par Paul Chauvin-Madère. Le 27 octobre prochain, la Russie va attaquer et prendre la ville lituanienne de Marijampolė. Et elle le fera sans rencontrer de résistance. Telle est la leçon catastrophique tirée du wargame organisé en décembre par le grand quotidien allemand Die Welt. Bon, rassurez-vous, les chefs d'état-major ne sont pas aussi pessimistes, ni sur l'issue, ni sur les dates de ce conflit. En revanche, ils le sont quant à son éventualité. Le 12 février, par exemple, le chef de la Bundeswehr déclarait au Wall Street Journal qu'une guerre avec la Russie risquait d'éclater à tout moment d'ici 2028. Il confirmait les craintes émises le 18 novembre par son homologue français, le général Fabien Mandon. Dans un discours inquiétant pour les uns, mais salutaire pour beaucoup d'autres, celui-ci nous priait de ne plus croire que l'arme nucléaire suffira à dissuader la Russie de nous attaquer. Une guerre conventionnelle s'annonce et nous ne pourrons pas la gagner, sauf si nous acceptons, je cite, de perdre nos enfants et de souffrir économiquement. Alors évidemment, le père de famille que je suis n'a pas le courage d'envisager le premier point, mais le sang suisse qui coule dans mes veines me pousse à m'intéresser au second. Qu'est-ce que c'est que ces souffrances économiques ? C'est peut-être les impôts qu'il faudra supporter pour financer l'armement, mais aussi, et on y pense moins, pour nous indemniser des destructions subies. En effet, on ne pourra pas compter sur l'ennemi car encore faut-il qu'il soit vaincu et solvable pour nous dédommager. On ne pourra pas non plus compter sur les assureurs car, en vertu du code des assurances, ceux-ci n'ont aucune obligation légale de nous couvrir. Il n'y a plus qu'à nous tourner vers l'État et à attendre l'adoption d'une loi d'indemnisation, analogue par exemple à celle dont viennent de profiter les rapatriés d'Indochine. L'attente peut être plus ou moins longue, l'indemnisation plus ou moins large, mais le droit de demander à l'État réparation des dommages que nous aurions subis lors d'une guerre qu'il aurait choisie nous semble un droit évident, pour ne pas dire naturel. Eh bien, c'est une illusion, car il s'agit en fait d'un droit fragile et récent à l'échelle de l'histoire, puisqu'il ne remonte véritablement qu'au début du XXe siècle, comme le montre Guillaume Carnet dans sa thèse intitulée « La réparation des dommages de guerre, la reconnaissance d'une responsabilité paradoxale » de 1914 aux années 30. Bonjour Guillaume. Bonjour Paul. Guillaume, vous avez soutenu votre thèse le 12 décembre 2024 à l'université Paris 2 Panthéon-Assas. C'est là où vous avez fini vos études de droit, mais qui ont eu lieu auparavant dans d'autres universités, et notamment à Tours, là où vous aviez commencé. J'en parle parce que c'est une université que j'ai fréquentée un petit peu, dans une ville très charmante, qui avait été très endommagée pendant la Seconde Guerre mondiale, je crois, parce que c'était un nœud ferroviaire vers Saint-Pierre-les-Corps. D'où ma préférence pour Blois, on en avait parlé sur le chemin, n'en déplaise à mes ex-collègues tourangeaux. Mais je ne suis pas là pour parler de moi, mais de vous. Pourquoi avoir travaillé sur ce sujet ? Alors effectivement, j'ai fini mon cursus à Paris 2 avec un sujet de mémoire qui portait à l'origine plutôt sur l'histoire de la protection sociale. Donc un sujet très différent. Un sujet très différent qui s'inscrivait dans la continuité de mon parcours universitaire. J'ai fait un master en droit social à l'université de Nantes. Il s'avère que la question de la protection sociale m'avait un peu lassé suite à ce premier travail de recherche. J'ai commencé ma thèse en 2017, c'est-à-dire en pleine période de commémoration du centenaire de la Grande Guerre. Donc c'est un sujet qui avait été mis en avant à cette occasion. Notamment, les Archives nationales avaient diffusé une liste de fonds d'archives en lien avec la Première Guerre mondiale et qui n'avaient pas été exploités ou très peu exploités. Et parmi elles se trouvaient les archives de la Commission supérieure de cassation des dommages de guerre. On reviendra sur ce qu'est cet organe. En gros, le juge de cassation en matière d'indemnisation spéciale des dommages de la Première Guerre mondiale. Et donc, je me suis engagé sur ce sujet avant tout pour étudier un fonds d'archives particulier, faire une thèse d'archives autour de cette notion. Et ce qui est bien, parce que d'habitude, on commence sur un sujet qui n'a peut-être pas ou peu d'archives, alors que là, au moins, vous aviez les archives dès le début. Oui, un gros corpus d'archives, qui a aussi eu ses inconvénients, parce que c'est vrai qu'on rentre dans le sujet, au fond,
sans forcément avoir les outils doctrinaux, les concepts qui vont avec. Le travail d'archive est un gros travail, j'y ai consacré les 2 premières années de mes recherches. Ça a été une porte d'entrée vraiment idéale et qui a aussi axé par la suite la façon dont j'ai traité le sujet, puisque j'ai choisi principalement de m'intéresser à l'origine, à la pratique de l'indemnisation. Les questions de doctrine sont venues après. Indemnisation des dommages de guerre, une notion qui peut parler à nos auditeurs, même si elle peut leur parler de manière un peu restrictive. En lisant votre thèse, j'ai vu que la notion était beaucoup plus large que ce que l'on pourrait croire. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples concrets, une liste un peu de ces dommages ? Oui, alors ça a été le grand apport de la loi du 17 avril 1919, donc qui est la loi qui a consacré le principe d'une réparation dite intégrale des dommages de guerre, et qui a été construit pour inclure évidemment toutes les formes d'atteinte aux biens des personnes. Et donc, ça va très classiquement, on peut s'imaginer lorsqu'on pense à une guerre, la destruction d'un champ, la destruction de maisons, de villages, de fonciers, de bâtis, mais aussi de préjudices un peu moins évidents par rapport à la question de la guerre, comme l'indemnisation d'assurance, par exemple, prise par les populations civiles. Et qui leur aurait rajouté un coût. Qui leur rajoutait un coût, voilà, à condition bien sûr que le sinistre se soit effectivement passé, mais les polices d'assurance étaient inclus dans l'indemnisation des dommages de guerre. Et ensuite, une loi donc, qui inclut tout, ça veut dire le mobilier meublant des maisons, ça veut dire... La non-activité aussi, je crois, non ? Oui, tout à fait. On a aussi les entreprises qui cessent de fonctionner en raison du tarissement de la main-d'œuvre, par exemple, lié à la mobilisation, la perte des récoltes sur pied, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir pu récolter les récoltes, notamment en août 1914. Oui, même si les arbres fruitiers n'ont pas été détruits, on ne peut pas y aller parce que les Allemands nous tireraient dessus. C'est indemnisé. Voilà, tout à fait. Et donc, ce sont toutes ces formes de préjudices très diverses dans la matérialité qui ont été inclus dans l'indemnisation des dommages de guerre. Dommages très divers, mais strictement matériels. Vous n'avez pas évoqué dans votre thèse les dommages personnels, psychologiques. Est-ce qu'il y a une raison à cela ? Alors, oui, la première est... Pour revenir à votre toute première question, c'est que les sources que j'ai étudiées concernaient donc un type de contentieux particulier qui, du fait de la loi, n'impliquait que les atteintes matérielles aux biens des personnes et qui excluait les autres. Après, on peut aussi trouver des explications plus théoriques. Les lois sur l'indemnisation des atteintes corporelles, par exemple, pour les soldats, etc., avaient l'objet d'une loi antérieure qui était déjà existante, une législation qui reconnaissait déjà ces principes, qui, par conséquent, n'ont pas mobilisé de la même manière la doctrine, qui n'ont pas impliqué les mêmes problèmes juridiques derrière. La question vraiment des atteintes matérielles et l'intérêt de se concentrer sur ces questions-là sont vraiment liés au fait qu'on a consacré un principe nouveau qui renversait un principe très ancien d'irresponsabilité qui était encore aujourd'hui présent. Et qu'on verra tout à l'heure. Oui. On va se concentrer sur ces dommages matériels, comme vous, avec cette loi du 17 avril 1919, en nous mettant à la place d'une victime, pour comprendre concrètement comment les choses se passaient. Je suis une victime. J'ai subi un des dommages que vous avez mentionné. Qu'est-ce que je fais au début ? Vers qui je dois me tourner ? Alors, déjà peut-être précisons la notion de victime qui n'est pas le vocabulaire qui est employé par la loi, et c'est important de le préciser. La loi du 17 avril 1919 parle de sinistré. Donc, ce qui implique, dans le fond, une logique un peu différente. Le sinistré est victime plutôt d'un aléa, la victime plutôt victime d'une personne ou d'un comportement dolosif, d'un comportement fautif. Donc, la loi reste neutre et elle le désigne sinistré. Le propriétaire qui est sinistré de la guerre doit donc suivre une procédure qui est très précise et qui est fixée par la loi. Elle prévoit en outre que toute demande en matière de dommages de guerre soit adressée à une commission spécialement créée à cet effet. Donc c'est pas la préfecture, les organes habituels ? Non, absolument pas. Donc une commission cantonale des dommages de guerre qui est créée donc à l'échelle de chaque canton, auquel le sinistré doit déposer un formulaire dans lequel il va détailler l'ensemble des dommages qu'il allègue et pour lesquels il demande donc une indemnisation. Très concrètement, cela revient à classer les dommages selon les catégories qui sont fixées par la loi, donc en fait de les classer par biens endommagés.
Avec un formulaire pré-rempli peut-être ? Oui, un formulaire pré-rempli, alors qui peut parfois se trouver dans les manuels d'aide aux sinistrés qui expliquent un droit qui est technique et qui n'est pas forcément facile à appréhender quand on est un particulier, sur lequel donc il va proposer une estimation du bien qu'il met en avant pour demander une indemnisation, sachant que la loi fixe une méthode pour indemniser qui est de s'appuyer sur la valeur vénale du bien. Valeur vénale, ça veut dire la valeur marchande si on veut l'acheter là. Voilà, effectivement. Donc la valeur marchande concrète que le bien aurait sur le marché. Alors ça reste une démarche qui est purement déclaratoire. Il n'y a pas d'expert qui intervient. Les experts interviennent, mais vraiment là, dans le travail de la commission, le sinistré doit fournir des justificatifs, des devis d'architectes, d'entrepreneurs, etc., qui justifient et la valeur du bien et le coût de la reconstruction de ce bien. Avec un régime de preuve qui est finalement assez souple, j'entends là pour prouver par exemple la propriété du bien et qui s'explique parce que souvent le village qui a été détruit, le notaire aussi a vu son fonds d'archives détruit, effectivement. On en trouve trace dans la jurisprudence de la Commission supérieure de cassation des dommages de guerre. Et donc en fait la preuve probante souvent a disparu, l'acte de propriété a disparu. Et donc là, on a ce sinistré, non pas victime, qui va avoir cette commission cantonale. Il propose un prix avec une série de destructions. Si l'administration est d'accord, qu'est-ce qu'ils font ? Ils signent un contrat ? Alors, si l'administration est d'accord, la commission, elle va faire elle-même une estimation donc, du montant de ces indemnités qui va être soumise donc, aux parties, les représentants de l'État et le sinistré, à l'occasion desquels va être signé ce qu'on appelle un accord de préconciliation, dans lesquels les deux acceptent les montants indemnisés par la commission et qui fixe à la fois l'indemnisation de la valeur vénale du bien, donc qui correspond au préjudice au sens strict, et à ce que la loi appelle les frais supplémentaires, donc c'est-à-dire tous les montants nécessaires à la reconstruction du bien qui est indemnisé. Oui, les entrepreneurs qu'il faudra payer, peut-être le renchérissement de tel ou tel matériau, comme en ce moment l'essence, qu'il faudra payer. Et s'il n'y a pas d'accord, en revanche, est-ce qu'on peut se tourner vers un juge ? Vous en parliez d'un tout à l'heure, mais il y avait le mot cassation dedans, donc je suppose que ce n'est pas le premier juge que l'on va voir. Effectivement, si les parties ne parviennent pas à tomber d'accord, ils vont alors se tourner à un juge spécial qui est créé par la loi, qu'on appelle le tribunal des dommages de guerre, qui correspond à peu près à la juridiction du tribunal d'instance. Et ce sont ces tribunaux qui vont être chargés de constater, d'évaluer le dommage, c'est-à-dire d'en fixer le montant. On voit qu'il y a là une logique, on cherche avant tout à concilier les parties, finalement à vider la charge politique qu'il peut y avoir dans un éventuel conflit entre les deux, et l'intervention du juge intervient finalement en dernier recours. Et concrètement, vu que vous avez étudié beaucoup ces archives juridictionnelles, les gens saisissaient le juge pour quel type de désaccord ? C'était sur le montant principalement ? Alors on est effectivement sur un contentieux qui concerne avant tout l'estimation du préjudice, donc qui, en gros, le particulier est insatisfait parce que les montants sont insuffisants, l'État trouve que les montants sont trop importants. On a une définition dans la loi des différents éléments qui définissent le dommage, la notion de fait de guerre, donc qui sont très largement définis de manière assez souple. Et donc, de ce fait, beaucoup de dommages entrent dans la qualification juridique du dommage de guerre. Et par ricochet, il est très difficile d'en contester cette qualification. Donc, on est surtout sur un contentieux de l'estimation des indemnités, surtout sur ce second aspect que j'évoquais précédemment, des frais supplémentaires, c'est-à-dire des sommes nécessaires à la reconstruction d'un bien, dans un contexte économique où il y a une forte volatilité des valeurs, notamment des matières premières. On est dans une crise d'après-guerre, donc avec une forte instabilité monétaire, etc., et qui conduit donc à nourrir un contentieux sur l'estimation de ce montant. Et à côté de ces affaires très nombreuses, vous avez étudié aussi évidemment la législation et la doctrine, avec, je l'ai vu dans votre thèse, quelques grands noms qui rappelleront des choses aux collègues ou aux étudiants qui ont fait du droit administratif. Est-ce que vous pourriez nous les citer ? Oui, alors je peux en citer un principalement, parce que c'est celui sur lequel j'ai le plus travaillé, qui est évidemment Léon Duguit. Léon Duguit a construit un système de pensée qui est très représentatif de l'époque, de la fin du 19e, du début du 20e siècle, et qui a été vraiment le contexte intellectuel de l'élaboration de cette loi et de l'évocation de certains principes, notamment, je pense qu'on y reviendra, la notion de solidarité. Donc oui, Léon Duguit est aussi le seul, à ma connaissance, qui ait intégré la question des dommages de guerre après
l'adoption de la loi dans son système de pensée. Oui, c'est un point central, c'est pas quelque chose d'anecdotique qu'il aurait traité comme ça. Tout à fait. Oui, alors que la plupart de la doctrine va se mobiliser pendant la guerre pour essayer de trouver des arguments juridiques pour justifier une indemnisation qui n'allait pas de soi. Il se désintéresse très vite de la question une fois que la loi est élaborée et adoptée, alors que Léon Duguay, lui, continue effectivement à s'en intéresser. Voilà pour les sources de votre travail. L'historiographie, est-ce qu'elle s'était déjà penchée sur ce sujet-là ? Je crois qu'il y a eu un gros colloque il y a quelques années sur la question de la responsabilité de l'État. Alors un colloque qui avait eu lieu en 2019 pour un peu célébrer le centenaire de la loi du 17 avril 1919 et qui avait effectivement, de manière un peu transdisciplinaire, cherché à explorer donc, la question de la responsabilité de l'État en matière de dommages de guerre. Et en dehors de ce colloque qui a fait date, est-ce qu'il y a d'autres travaux qui auraient pu, par exemple travaux universitaires, aussi s'appesantir sur la question ? Alors la question des dommages de guerre, effectivement, est apparue sur des travaux qui n'étaient pas exclusivement centrés sur cette question. On peut citer par exemple la thèse de Michel Borgetto, dans laquelle, sur la notion de fraternité en droit public, dans laquelle il revient d'un point de vue historique sur les arguments doctrinaux qui avaient été apportés autour de la question des dommages de guerre. Plus récemment, la thèse de Guillaume Richard, par exemple, sur l'enseignement du droit public à l'Université de Paris, sous la Troisième République, aborde aussi ces questions, mais toujours en périphérie d'autres questions qui n'étaient pas spécifiquement centrées sur les dommages de guerre à proprement parler, sur le droit des dommages de guerre tel qu'il était pratiqué. Vous développez votre thèse en suivant un plan thématique divisé en 3 parties et qui vous permettent de répondre à 3 questions. Dans une première partie, vous vous demandez dans quelle mesure cette loi d'avril 1919 innove, en quoi, pourquoi instaure-t-elle un mécanisme sans précédent d'indemnisation des dommages de guerre, et c'est pourquoi vous la comparez, on va le faire nous aussi, à d'autres mécanismes analogues certes, mais loin d'être identiques et surtout d'être suffisants pour cette Première Guerre mondiale. Dans la deuxième partie de votre thèse, vous cherchez les fondements de cette loi novatrice. Vous l'avez dit, qu'il a bien fallu justifier. Comment ? Par différents arguments. Vous avez parlé du Guy tout à l'heure, de la solidarité, arguments que vous présentez en mobilisant différents auteurs. Et dans la troisième et dernière partie de votre thèse, vous étudiez les modalités d'application de cette loi, ses conditions, et vous en tirez des leçons quant à la nature de la responsabilité de l'État. Nous allons parler nous-mêmes de ces différents volets de votre thèse après une courte virgule musicale. Avant d'entrer dans le détail du régime organisé par cette loi de 1919, commençons par nous arrêter sur le principe qu'elle pose, indemniser les dommages subis pendant la guerre. Alors, c'est un principe simple, juste a priori, tellement qu'il peut nous sembler naturel, et comme on l'a suggéré, c'est pas le cas, hein, n'est-ce pas ? C'est pas un principe évident, il n'y a pas de droit fondamental, de principe naturel, constitutionnel à cela. Non, effectivement, le principe naturel, c'est l'inverse, justement. C'est le principe d'irresponsabilité, donc l'idée que l'État, les pouvoirs publics, ne sont pas responsables des dommages qui sont occasionnés durant les conflits. Ça a toujours été comme ça. La doctrine contemporaine de la réparation des dommages de guerre font remonter ce principe à l'Ancien Régime. En tout cas, il est présent durant tout le XIXe siècle, là où il y a eu quand même plusieurs conflits armés sur le territoire national. Et il est encore aujourd'hui le principe qui prévaut en droit administratif. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le principe, c'est pas de remboursement, sauf loi contraire, c'est ça ? Sauf loi contraire, effectivement, il n'y a pas de droit acquis à une indemnisation en raison d'un dommage qui serait survenu dans le cadre d'un conflit armé. Et est-ce qu'on a une idée de la raison pour laquelle l'État ne prend pas en charge par principe ça ? Alors, les juristes ont très classiquement 2 théories pour justifier ça. Le premier, c'est la théorie des actes de gouvernement, alors qui n'est pas un principe de responsabilité en tant que tel, c'est une immunité juridictionnelle qui est accordée à l'État. Comme la guerre relève de relations entre États, le juge ne peut pas connaître finalement des actes qui sont intervenus dans le cadre de la guerre et par conséquent ne peut pas apprécier la régularité ou non des dommages qui ont été occasionnés dans ce cadre. Ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est la théorie de l'état d'exception, des circonstances exceptionnelles. Les situations parfois sont tellement extraordinaires que la légalité est suspendue et que ces circonstances extraordinaires appliquent un droit qui leur est propre et qui disparaît quand elles disparaissent elles-mêmes. Et par conséquent, les garanties légales qui sont attachées aux personnes sont suspendues, entre guillemets, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de règles qui les encadrent, mais en tout cas, les principes naturels qui sont attachés ne s'appliquent pas en tant que tels.
Il y a donc seulement, en cas de loi, un remboursement par exception. Des lois, vous l'avez dit, qui sont assez rares. Il y en avait avant la loi de 1919, je l'ai vu dans votre thèse, dès la Révolution, je crois, c'est ça. Mais pour vous, ce ne sont pas exactement des précédents. Est-ce que vous pouvez nous donner ces lois et nous dire en quoi elles sont différentes ? Alors, les lois révolutionnaires, effectivement, qui interviennent, on va dire, à peu près à chaque étape de la Révolution, à peu près à chaque régime, consacrent un principe général qui donne droit à une indemnisation sans forcément rentrer dans les détails de celle-ci. Un principe qui se comprend à un moment où il y a une guerre sur le territoire national, c'est la fameuse Valmy, etc. Un droit qui va aller ensuite en se rétrécissant au fur et à mesure des années révolutionnaires. Ce qui manque, c'est la définition d'une notion générale de dommage de guerre. On a souvent des références un peu lacunaires sur ce qui peut ou non donner droit à des indemnisations et un contexte politique intérieur qui fait que on va être amené ensuite à restreindre ce droit, notamment pour lutter contre l'ennemi intérieur, par exemple. Et ils indemnisaient, ou ils voulaient indemniser vraiment le dommage, ou ils donnaient juste un forfait Ça, c'est effectivement la seconde limite pour les lois de cette époque, c'est qu'elles s'attachent en vérité à définir un droit au secours. Donc on n'est pas sur un véritable mécanisme, on dirait, de responsabilité avec une juste et adéquate indemnisation en fonction du préjudice qui a été éprouvé par le citoyen en armes. À côté de ces mauvais précédents législatifs, vous confrontez aussi la loi de 1919 à deux mécanismes un peu plus généraux, à commencer par celui des servitudes militaires. Servitudes militaires, ça veut dire quoi déjà ? Alors, les servitudes militaires, c'est un grèvement de propriété, donc des propriétés foncières qui sont riveraines, voisines d'ouvrages défensifs, qui vont être grévées d'une obligation de ne pas construire, notamment pour des raisons techniques liées à l'entretien de ces systèmes défensifs, mais aussi pour avoir un espace en cas de manœuvre, en cas de guerre effective. Et puis éviter que l'ennemi se cache dedans aussi pour nous tirer dessus. Oui, voilà, effectivement. Donc avec une réglementation de la construction, il faut que ce soit forcément des constructions précaires, avec des matériaux qui peuvent effectivement se détruire pour être déblayés. Ça n'encadre pas à proprement parler une question de dommage, mais par ricochet, ça implique effectivement de prévenir finalement l'avènement de dommages sur des biens matériels qui seraient trop conséquents, et aussi parce que c'est le principal cadre légal qui assoit un principe de non-réparation en cas de dommages effectivement éprouvés. C'est-à-dire que la loi prévoit explicitement qu'il n'y a pas d'indemnisation en cas de destruction. Parce qu'ils auraient dû s'y attendre qu'à côté d'une forteresse, il pouvait y avoir des explosions, et donc il ne fallait pas venir là. Et à côté de ça, il y a un second mécanisme, c'est celui des réquisitions. Là aussi, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est, nous rappeler ce que c'est ? Alors, les réquisitions, techniquement, c'est donc un moyen par lesquels les armées se fournissent en ravitaillement, en matières premières, en biens meubles nécessaires à l'entretien de l'armée, et qui a été véritablement la principale forme d'atteinte aux biens, étaient ces réquisitions. C'est lié notamment aux guerres napoléoniennes, selon le choix pour se libérer du poids de la logistique. Voilà, le choix est fait de faire vivre les armées sur les pays occupés, et donc ce qui implique de saisir les biens des gens, des denrées alimentaires, des chevaux, des logements. Mais contre indemnisation. Oui, alors contre une indemnisation, oui et non. Et disons qu'au début du XIXe siècle, il n'y a pas un principe clairement établi. Il y a des situations où il y a une indemnisation qui est possible, et une situation où ce n'est pas le cas. À la fin du XIXe siècle, on arrive quand même, notamment après l'expérience de la guerre franco-prussienne, à un régime pérenne, avec une vraie loi qui assoit un vrai principe d'indemnisation, qui offre des garanties assez équivalentes à la procédure d'expropriation, par exemple, si on veut faire un parallèle, et qui représente pour le coup là un vrai antécédent intéressant à interroger pour les dommages de la Première Guerre mondiale. Et qui d'ailleurs, je crois, l'avoir vu dans votre thèse, qui va être ce mécanisme de réquisition intégré dans la loi de 1919. Oui. Tout comme les servitudes, effectivement, la loi du 18 avril 1919 va intégrer les servitudes et les réquisitions. Alors principalement pour des raisons techniques, pour éviter qu'il y ait des conflits de loi. Quand on a plusieurs mécanismes d'indemnisation qui vont cohabiter, on va en neutraliser un pour favoriser celui qui est le plus généreux. Et effectivement, la loi sur les dommages de guerre sera plus généreuse dans l'indemnisation de ces formes d'atteinte aux biens. Tous ces mécanismes antérieurs à la loi de 1919 sont en même temps inférieurs à cette loi. On va voir qu'elle prend en charge un large spectre de dommages, même si son application n'est pas dénuée de conditions.
Pour mesurer la générosité de ce nouveau système de réparation, établi par la loi de 1919, rien de mieux d'essayer de commencer par quelques chiffres. Est-ce que vous auriez une idée du montant total des indemnités qui auraient été versées à l'époque ? Alors sur le montant, c'est une grande frustration dans mes recherches, effectivement, c'est que je ne suis pas parvenu à trouver dans les travaux des historiens et des économistes une estimation des dommages qui ont été effectivement éprouvés. On est quand même sur des chiffres qui sont très très conséquents, hein, plusieurs milliards de francs à l'époque, qui se mesurent à l'importance du champ de bataille qui est quasiment discontinu de la mer du Nord jusqu'aux Alpes, donc un spectre géographique très très étendu. Et voilà, une estimation des dommages qui est aussi très difficile à faire pour l'État, puisque comme on est sur un mécanisme où c'est la démarche du sinistré, c'est la demande du sinistré qui va faire reconnaître l'existence et l'estimation du dommage, les pouvoirs publics eux-mêmes ne peuvent pas estimer le montant nécessaire à ces indemnisations. Même si on n'a pas de chiffre exact, on voit que c'est beaucoup, et il faut donc trouver l'argent. Qui est censé payer ? Alors, dans l'esprit des pouvoirs publics français, dès le début du conflit, l'idée est que les mécanismes de réparation de droit international, donc les indemnités versées par l'Allemagne à la France doivent financer cette réparation. Et d'ailleurs, les indemnités qui sont reconnues aux sinistrés sont assises sur un budget spécial qui n'est pas le budget ordinaire de l'État et qui est un budget du recouvrement des réparations de guerre versées au titre des traités de paix. Cependant, on sait que les réparations versées par l'Allemagne vont être très compliquées à récupérer et que ça ne sera pas du tout un moyen de financement efficace dans le temps. Donc après, ce sont les impôts français qui vont aider à... On peut effectivement considérer que ce sont les revenus ordinaires de l'État qui ont financé les réparations versées cette fois de l'État aux sinistrés, et dans un contexte économique très compliqué. On sait, l'entre-deux-guerres est une période économique très instable. Et pour revenir sur l'Allemagne, en gros, à l'époque, on a considéré que l'Allemagne avait été fautive, d'où l'idée qu'elle devait verser des indemnités. Ça a été discuté, mais ça a été avancé. Et en l'espèce, est-ce que les sinistrés, quand ils ont voulu être indemnisés, ont dû prouver l'existence d'une faute pour le dommage qu'ils avaient subi, du type les canonniers avaient trop bu, ils ont tiré sur ma maison alors qu'ils devaient tirer à côté, ou est-ce qu'il n'y avait pas besoin d'apporter cette faute ? Alors effectivement, on est sur un régime de droit qu'on peut qualifier de responsabilité sans faute, dans le sens où, dans les démarches que le sinistré doit faire, il n'a pas à prouver déjà quelle est l'armée à l'origine du dommage. La loi est généreuse en sens où elle ne fait pas de distinction entre les belligérants, et aussi parce que dans la constatation du dommage, dans sa définition, on ne cherche pas à caractériser une faute. Cela étant, un régime de responsabilité sans faute ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de faute. Juste, il y a un manquement à une obligation juridique préalable qui est consacrée dans le droit de la guerre de l'époque, qui est en principe, les belligérants ne doivent pas porter atteinte aux propriétés civiles, voilà. Ce qui est effectivement le cas en raison de la façon dont on s'est affronté dans le cadre de cette guerre. Seulement le fait que le législateur ait légiféré constate une faute et du coup l'évacue du régime de la preuve techniquement dans le droit des dommages de guerre. La faute, on l'exclut donc, et le lien de causalité, qui est un autre élément normalement qu'on prouve en droit de la responsabilité. Est-ce que là, il faut prouver un lien de causalité avec la guerre ? Alors effectivement, là aussi, la loi du 17 avril 1919 définit la notion de dommage à travers l'idée de causalité. Elle définit le dommage de guerre comme étant l'atteinte à un bien ayant un lien matériel direct et certain avec un fait de guerre. Cependant, la jurisprudence va acter que ce fait de guerre, en vérité, c'est tout événement lié aux circonstances de la guerre. Et c'est là où on a une définition vraiment extensive qui permet d'inclure toutes les formes d'atteinte au bien qui peuvent survenir à partir du moment où elles s'expliquent de façon directe par la guerre. Un exemple que j'aime beaucoup donner, c'est dans un dossier, un sinistré un particulier qui doit évacuer son village et enterre son appareil photo dans son jardin pour éviter qu'il soit détruit. Quand il revient chez lui, il retrouve son appareil photo, mais il a été endommagé, il est hors d'usage. Donc, il demande une indemnisation à titre des dommages de guerre. La commission cantonale, le tribunal des dommages de guerre lui refuse et la commission supérieure de cassation lui donne raison aux deux instances, justifiant que la cause première du
du dommage, c'est la cachette qu'il a choisie, c'est l'humidité, etc. Le fait que la cachette était inappropriée. Donc s'il avait laissé son appareil photo dans sa maison, il aurait été indemnisé. Mais dans la mesure où l'origine du dommage c'est son choix. Se trouve dans quelque chose qui est extérieur finalement, à proprement parler des circonstances de guerre, eh bien il ne peut pas être indemnisé. Il y a d'autres choses, d'autres personnes qui ne sont pas indemnisées, puisqu'en effet, en dehors des conditions matérielles qu'on vient de voir, pas de faute, mais quand même un dommage et un lien de causalité, il y a des conditions organiques. J'ai cru comprendre que tout le monde n'avait pas le droit à demander réparation. Qui est exclu ? Alors, la principale catégorie de personnes qui sont exclues sont, outre un lien de nationalité qui est demandé, qui est imposé par la loi et qui peut être écarté si un traité a été passé entre la France et le pays du ressortissant étranger qui allègue le dommage de guerre, là expressément prévu, ce qui ne sera le cas qu'avec la Belgique pour le cas des dommages de guerre. Il y a une catégorie effectivement qui est déchue de ses droits à dommages de guerre, ce sont les déserteurs et les insoumis. Alors, dans mes recherches, je n'ai pas trouvé de cas dans la jurisprudence ou autre qui illustre cela, mais d'un point de vue théorique, on voit en fait se dessiner un mécanisme d'exclusion qui vise au fond à resserrer l'idée de nation, l'idée de communauté nationale et derrière cette idée politique de solidarité autour au fond d'une certaine vertu et qui rejoint l'imaginaire du citoyen en armes qui doit défendre la patrie en danger. Et ceux qui ont fui n'ont que leurs yeux pour pleurer, ils n'auront pas de sous. Sans être absolument exclus, il y a une autre catégorie que vous avez mis en avant dans votre thèse, ce sont les femmes, les veuves notamment. Elles sont un peu maltraitées, un peu moins bien loties, et je dis ça le lendemain de la journée de la femme. Alors, je me suis intéressé au cas des femmes parce que c'était une récurrence que je retrouvais dans la jurisprudence de la Commission supérieure de cassation des dommages de guerre. Alors, la situation des femmes doit se comprendre, notamment, comme souvent quand on parle de droits des femmes en tant qu'épouse, donc dans le cadre du mariage, on est encore à une époque où il y a le principe d'autorité maritale où la femme est considérée comme incapable et elle ne peut pas agir en justice seule. Cependant, théoriquement, la loi prévoit des assouplissements de ce principe. Elle peut, malgré tout, en principe, déposer des demandes d'indemnisation de dommages de guerre. C'est très touchant à étudier parce que on voit au fond des femmes des épouses qui demandent des indemnisations pour des atteintes, pour des biens qui sont liés à leur activité économique domestique, c'est-à-dire des tâches rémunérées qu'elles font, qui bénéficient au ménage. Donc ça va des pelotes de laine, des aiguilles à tricoter, des machines à tisser, donc des objets assez modestes souvent et qui montrent finalement l'importance de ces tâches-là quand même dans l'économie des ménages de l'époque et auxquelles ce sont des biens propres. En principe, elles ont le droit de les faire indemniser. Or, elles vont être défavorisées quand même parce que souvent, il y a une seule demande qui est faite pour tous les dommages du foyer. Souvent, c'est l'époux qui le fait. Et même s'il est en principe tenu de reverser les indemnités pour les biens propres de son épouse, eh bien, c'est pas souvent le cas. Il y a l'exemple assez courant dans la jurisprudence de femmes qui demandent des indemnités pour des biens de cette nature, pour lesquels on refuse de les indemniser précisément parce qu'ils l'ont déjà été à travers la demande qui a été faite par leur époux. Donc on en déduit que finalement, elles n'ont pas récupéré l'argent qu'elles devaient avoir. L'argent qui doit servir à réparer, vous l'avez dit aussi à reconstruire, si possible, et dans ce cas-là, y toucher un petit peu plus, c'est ça ? Oui, comme je l'ai évoqué rapidement précédemment, il y a deux éléments dans l'indemnisation des dommages de guerre. Il y a l'indemnisation du dommage à proprement parler, qui est là assez proche finalement de tout régime de responsabilité, c'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur une donnée économique objective, la valeur vénale du bien. On va faire la différence entre la valeur vénale du bien avant la mobilisation d'août 14 et la valeur vénale du bien à l'armistice, et la différence permet de fixer le préjudice économique subi et le montant de l'indemnité auquel il a droit. Pour les biens immeubles, la loi prévoit que le sinistré peut obtenir ce qu'elle appelle des frais supplémentaires, donc qui va couvrir les coûts de reconstruction du bien, à condition qu'il s'engage à utiliser l'intégralité de ces indemnités pour reconstruire le bien effectivement détruit. Alors, des biens de même nature, économique ou sociale, et dans un environnement géographique identique. Et qui n'en profite pas pour déménager au bord de la mer. Effectivement, c'est là la portée vraiment de l'utilité de la loi pour reconstruire les régions dévastées. On va créer un système incitatif pour que l'argent dépensé par l'État aille directement à la reconstruction des régions dévastées et non pas effectivement ailleurs. C'est donc un régime de réparation et de reconstruction sans précédent, mais qui n'est pas sans raison, comme nous allons le voir dans la dernière partie de notre émission.
La loi de 1919 est fondée sur plusieurs raisons matérielles et intellectuelles qui sont liées à un contexte très particulier. Commençons par les raisons matérielles, liées à la matérialité de la Première Guerre mondiale. On peut supposer, en vous lisant, que ce type de régime de réparation n'aurait pas eu lieu avant pour des guerres moins lourdes, moins graves. Oui, effectivement, il me semble qu'il y a la nécessité de lier le renversement du principe d'irresponsabilité à la forme même de la Première Guerre mondiale, qui est une guerre mondiale, certes sur ses théâtres d'opération, mais qui est aussi globale dans la manière dont elle a impliqué les sociétés belligérantes. C'est la raison pour laquelle j'ai utilisé la notion de guerre totale. Ah oui, guerre totale. Alors, qu'est-ce que c'est que cette notion ? Alors, guerre totale, c'est une notion qui peut être un peu polémique. On va souvent, surtout pour les conflits mondiaux, l'assimiler à un penseur qui est un peu sulfureux, qui est Carl Schmitt. Derrière l'idée de guerre totale, ce qui m'intéresse, c'est l'idée de pouvoir étudier, au fond, les conséquences juridiques d'une industrialisation de l'effort de guerre. Cette industrialisation de l'effort de guerre qui, selon Schmitt, conduit au fond à rendre caduques les grandes distinctions que le droit de la guerre avait créées pour notamment protéger les populations civiles des conflits. C'est-à-dire que l'industrialisation conduit à ce que la distinction entre combattants et non-combattants finalement disparaisse, puisque tout le tissu économique est mis au service de l'effort de guerre. C'est qu'en gros, avant, puisqu'on s'attendait à ce que seuls les nobles, les guerriers soient pris dans le conflit, les victimes civiles qui prenaient une balle perdue, tant pis pour elles, ou la maison qui était... Alors que là, on part du principe que tout le monde doit fournir un effort, et donc c'est plus légitime de les indemniser, c'est ça ? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, on évoquait les lois révolutionnaires précédemment, les premières législations qui reconnaissent une première forme d'indemnisation des dommages de guerre, sous la Révolution, sont à peu près concomitantes avec l'avènement du citoyen en armes, de la mobilisation générale. Et donc, on peut commencer là à tisser des parallèles, effectivement, avec l'implication de toute la société dans la lutte et la nécessité pour l'État, pour la collectivité, de prendre en charge les conséquences matérielles de cette lutte pour des citoyens qui ont quitté leur maison et qui se retrouvent détruites par les Allemands ou par les Français. Il y a donc un contexte particulier qui explique cette loi de 1919, on vient de le dire, et il y a aussi un contexte intellectuel, avec par exemple le Duguy que vous avez mentionné tout à l'heure. Ces juristes vont servir a priori ou a posteriori à justifier cette loi, c'est un des travaux de la doctrine. L'un des arguments qu'ils utilisent, c'est le concept de solidarité. De quoi s'agit-il ? Alors, ça a été l'une des grandes questions théoriques, effectivement, à laquelle j'ai essayé de répondre dans ma thèse, parce que, au fond, la notion de solidarité est quand même un concept très difficile à définir, surtout quand on le prend en tant que juriste, et dans son application, surtout en droit public. La notion de solidarité, elle a une définition en droit privé qui est assez claire, mais quand il est mobilisé à travers l'idée de solidarité nationale, puisque c'est au fond cette idée-là qui commence à transparaître. La loi, dans son article 1er, utilise explicitement le mot. Eh bien, qu'est-ce qu'on entend par solidarité nationale ? Qu'est-ce que cela implique ? Est-ce que ça peut être un fondement pour engager la responsabilité de l'État sur une question donnée ? En vérité, le terme de solidarité, au moment où la loi est élaborée, elle correspond effectivement à un contexte intellectuel, c'est celui de la fin du 19e siècle. Donc j'avais déjà évoqué Duguy précédemment, Durkheim, voilà. Donc une renaissance des sciences sociales qui entendent trouver dans la notion de solidarité une notion scientifique qui permet d'actualiser, au fond, c'est ce que j'ai découvert, l'idée d'interdépendance sociale qui est, lui, très très ancien, ici, et de lui donner une résonance particulière dans cette société industrielle où les solidarités traditionnelles se diluent. Dans les villages, dans les familles. Oui, voilà. Et donc de donner à cette interdépendance, finalement, une portée juridique à travers l'idée de cette notion de solidarité. Donc ça veut dire que les gens qui ont été victimes de destruction, même s'ils ne connaissent pas d'autres individus français, doivent quand même obtenir de leur part de l'aide, de l'argent, parce qu'il y a une interdépendance, comme dans un corps. Oui, effectivement. Alors, en ayant aussi à l'esprit que cette idée de solidarité se confronte avec des notions peut-être plus ancrées à l'époque, notamment dans la jurisprudence administrative, la notion de risque social par exemple, qui avait déjà permis d'élargir la responsabilité publique en dehors du contexte de guerre. Et c'est pour ça qu'au fond, je pense qu'il faut avoir un regard assez critique à l'égard de cette notion de solidarité. Oui, parce que vous n'êtes pas convaincu par l'idée que c'est un fondement solide. Alors effectivement, pour moi, c'est vraiment un principe qui a indéniablement structuré les débats doctrinaux, qui ont structuré l'élaboration de la loi. Mais est-ce que pour autant on peut dire que techniquement il y a un principe de solidarité qui soit à l'œuvre dans la loi des dommages de guerre ? Moi, c'est
une désillusion vis-à-vis de mon sujet. On a toujours, dans nos recherches, envie de démontrer quelque chose. Et c'est vrai que j'aurais aimé voir dans la loi 17 avril 1919 un antécédent de la protection sociale, voilà, une première étape vers l'État-providence. Je pense au contraire qu'on est dans le fond sur quelque chose d'un peu différent. Et qu'est-ce qui manque alors pour vraiment utiliser ce concept à plein régime ? Déjà, c'est son côté réversif, parce que quand on regarde techniquement la loi sur les dommages de guerre et les débats aussi parlementaires, on voit que la notion de solidarité, elle est renversée, c'est-à-dire qu'on va beaucoup l'utiliser par exemple pour justifier l'obligation du remploi. Donc l'obligation pour le sinistré de finalement reconstruire le bien qui a été détruit. Et on vous donne de l'argent, donc vous avez intérêt à refaire votre maison. Voilà, c'est un argument réversif qui du coup change un peu la donne. Aussi parce qu'il faut avoir à l'esprit dans le droit des dommages de guerre cette dualité que j'évoquais entre d'une part l'indemnisation du préjudice économique et d'autre part le fait que la reconstruction, au fond, les indemnités pour la reconstruction relèvent davantage d'une politique publique de la reconstruction. Donc je pense qu'on est beaucoup plus proche d'un régime de responsabilité assez classique, comme par exemple le régime d'expropriation, au fond, et qu'on a, en raison de l'ampleur de la guerre, de l'ampleur de la tâche qu'est la reconstruction d'après-guerre, lié ce mécanisme de responsabilité avec une obligation de reconstruction, et qu'il a été opportun de mobiliser cette notion intellectuelle qui est la solidarité, mais que dans la technique juridique qui est à l'œuvre, on est un peu sur quelque chose de différent. Et puisqu'elle est insuffisante, insatisfaisante cette notion, est-ce qu'il y a un autre argument qui aurait été mobilisé à l'époque ? Alors l'autre argument qui apparaît là aussi dans la loi, dans l'article 1er de la loi, et qui en fait va surtout être découvert un peu après coup, c'est un peu la portée historique de la réparation des dommages de guerre sur le droit public, c'est l'idée d'égalité devant les charges publiques. L'idée qu'il y a dans l'avènement du dommage une rupture d'égalité à l'égard donc, du fait que tout le monde participe par l'impôt à la défense et que certains payent un coût supplémentaire en perdant leurs biens. Alors la loi parle d'égalité devant les charges de la guerre, donc on est bien sur un principe qui est un peu primitif et qui va ensuite être réutilisé, alors pas forcément explicitement. On peut prendre par exemple le cas de l'affaire Cuiteas, la fameuse affaire qui, dans la jurisprudence administrative, reconnaît la rupture d'égalité devant les charges publiques comme un peu le fondement d'une responsabilité sans faute de l'État. Et il est mobilisé par le commissaire du gouvernement, il est mobilisé par exemple par Oriou, mais cette fois-ci plutôt pour critiquer la décision qui est rendue, en s'appuyant sur cet antécédent historique qui est la loi sur les dommages de guerre. Oui. Et donc ça vous semble un principe un peu plus solide que celui de solidarité ou qui est aussi un peu critiquable ? Il est aussi critiquable, mais comme le principe d'égalité devant les charges publiques est critiquable et est critiqué encore aujourd'hui dans la doctrine, plus spécifiquement pour le cas des dommages de guerre, on peut s'interroger sur le fait par exemple que cela revient en quelque sorte à assimiler la défense nationale ou la guerre comme étant une sorte de service public. Ce qui n'est pas forcément le cas, n'est pas forcément admis par la doctrine encore aujourd'hui. Donc il y a, à mon avis, de fondements solides à l'indemnisation de dommages de guerre, vraiment que sur l'idée de la garantie apportée à la propriété privée, par exemple. Plus que sur... J'avais une propriété, elle a été détruite, c'est pas une expropriation au sens strict, mais ça y ressemble, et donc je veux de l'argent. Oui, voilà, c'est une situation analogue, au fond. Lorsque les pouvoirs publics portent atteinte à la propriété privée, il y a une obligation de réparation, en sachant que, encore une fois, pour le cas des dommages de guerre, au fond, cette obligation est préalable, elle est ancrée dans le droit de la guerre déjà à l'époque. Eh bien, merci beaucoup, Guillaume, d'avoir répondu à toutes mes questions qui donnent un aperçu de votre thèse, dont je rappelle le titre, La réparation des dommages de guerre, la reconnaissance d'une responsabilité paradoxale de 1914 aux années 1930. Merci. Merci beaucoup. Merci aussi au laboratoire IDPS de l'Université Sorbonne Paris-Nord pour son soutien financier, à Pierre Damel, Laura Marie-Rennes et Isabelle Potier pour leur soutien technique, et merci enfin à vous, chères auditrices et chers auditeurs, d'avoir suivi ce podcast que vous pouvez bien sûr réécouter, partager et commenter sur les réseaux sociaux. En attendant le prochain épisode des Lois de l'Histoire, le podcast sur l'actualité de la recherche en histoire du droit.